Malgré les récentes découvertes scientifiques concernant notre compréhension des Néandertaliens, le sujet évoque encore des connotations archaïques qui peuvent nous faire penser à des humains bruts et sauvages. On imagine souvent un Néandertalien comme un homme simiesque traînant les jointures au sol armé d'une massue en bois. En réalité, c'était sans doute faux, et nous savons aujourd'hui que les Néandertaliens nous ressemblaient bien plus que prévu. Ils ont survécu, communiqué, joué et même aimé comme le font les humains modernes. Ils étaient simplement une autre branche de notre arbre généalogique plutôt qu'un retour en arrière dans le temps. Au fil des années d'études des Néandertaliens, les scientifiques ont pu découvrir beaucoup de choses sur leur vie sociale, leurs relations, leur vie de famille, leurs rivalités, leur religion et même leurs histoires d'amour. Ces découvertes ont changé notre façon de voir Homo neanderthalensis, nous permettant d'avoir une perspective unique sur leur vie. Dans certains cas, nous avons acquis une perspective très humaine sur une espèce autrefois perçue comme très différente de nous. Aujourd'hui, nous allons explorer ces relations, romantiques et autres, et découvrir ce que nous savons sur la façon dont les Néandertaliens s'aimaient et créaient certains des liens entre eux. Le fait le plus important que nous connaissons sur les relations à l'âge de pierre, c'est qu'aujourd'hui, les Européens et les Asiatiques modernes possèdent en moyenne 1 à 2% d'acide désoxyribonucléique néandertalien dans leurs gènes. Ce n'est pas une coïncidence ni un trait évolutif. C'est une preuve directe qu'à grande échelle, les premiers Homo sapiens se sont croisés avec Homo neanderthalensis. Il semblerait que toutes les relations à l'âge de pierre n'étaient pas purement néandertal-néandertal ou humain-humain. Les individus en dehors de l'Europe et de l'Asie semblent avoir beaucoup moins d'acide désoxyribonucléique néandertalien dans leurs gènes, voire pas du tout selon leur ascendance. Les Africains n'ont généralement pas de gènes néandertaliens car ces croisements se sont produits chez les humains ayant quitté l'Afrique pour l'Eurasie. Dans les régions où ont vécu les Néandertaliens, leur acide désoxyribonucléique subsiste encore aujourd'hui. Ainsi, à un moment donné du Pléistocène supérieur, sur les plaines balayées par le vent de la vaste steppe à mammouth européenne, un homme néandertalien et une femme humaine, ou l'inverse, se sont peut-être croisés par hasard alors qu'ils cherchaient de la nourriture pour leurs groupes familiaux respectifs. Avec sensibilité, nous n'avons pas l'habitude, historiquement, de nous associer à des espèces qui ne sont pas les nôtres. Le Néandertalien a peut-être fait des efforts pour séduire sa nouvelle partenaire, bien qu'il soit peu probable qu'il parlait la même langue, si tant est que les Néandertaliens pouvaient un produit parler. Peut-être qu'une série de grognements et de gestes a mené à l'intimité, et ils ont vite abandonné leur fourrure pour s'allonger ensemble dans une clairière abritée. Ceci est bien sûr une rencontre fictive, mais elle est solidement fondée sur des faits. Des rencontres comme celle-ci auraient tant été suffisamment courantes au Pléistocène pour que des vestiges de l'acide désoxyribonucléique des Néandertaliens, bien qu'ils appartiennent à une espèce aujourd'hui totalement éteinte, subsistent encore. Ce couple allait ensuite élever un bébé, leur progéniture étant un humain néandertalien. Un hybride combinant les traits des deux espèces. Peut-être que, comme les Néandertaliens, leur enfant aurait une arcade sourcilière proéminente et une carrure massive, mais garderait la taille et la dextérité de son parent humain. Cela soulève à son tour de nombreuses questions. Les parents sont-ils restés ensemble ou se sont-ils vite séparés ? L'enfant était-il capable d'acquérir le langage selon la personne qui l'a élevé ? Comment le statut d'hybride 50-50 a-t-il influencé la vie de cette personne en grandissant ? Hélas, nous n'aurons peut-être jamais de réponse à ces questions. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui d'avoir de l'acide désoxyribonucléique néandertalien ? Bien que notre génome contienne peu d'acide désoxyribonucléique néandertalien, cela pourrait avoir des effets notables. On pense qu'il influence divers aspects de notre apparence physique, notamment la couleur et la texture des cheveux, la taille, la force de notre système immunitaire, la capacité d'un humain à s'adapter à une haute altitude et la puissance de son odorat, pour ne citer que quelques exemples. Le plus important de ces facteurs est l'impact que l'acide désoxyribonucléique néandertalien pourrait avoir sur notre système immunitaire. La quantité d'acide désoxyribonucléique néandertalien dans notre génome peut directement influencer notre risque de développer certaines maladies.
ou notre capacité à lutter contre les agents pathogènes. C'est encore un domaine que les scientifiques commencent peu à peine à comprendre, et il reste beaucoup de recherches à mener si nous voulons vraiment comprendre comment notre héritage néandertalien nous affecte directement dans le monde moderne. Les origines de l'étude du croisement entre néandertaliens et humains proviennent d'une découverte faite à Peștera-Cioaz, un réseau de grottes près de l'actuelle ville roumaine d'Anina, dans le sud-ouest des Carpates. En février 2002, des scientifiques explorant la grotte ont fait une découverte qui a bouleversé notre compréhension des humains anciens. Accéder à la grotte était déjà un défi. Les chercheurs se sont vite retrouvés avec de l'eau jusqu'au cou, progressant difficilement dans une rivière souterraine au sein du réseau de grottes plongées dans l'obscurité. Ensuite, une plongée de 30 mètres en scaphandre autonome a précédé une ascension de 300 mètres jusqu'à une ouverture menant à une nouvelle chambre à explorer. Leur découverte fut un véritable trésor pour les chercheurs de l'âge de glace. Des milliers d'ossements de mammifères couvraient le sol de la chambre, supposée être une tanière d'ours des cavernes. À l'époque glaciaire, l'eau n'aurait pas empêché les ours d'entrer dans la grotte, et ce réseau isolé constituait une cachette parfaite. Au milieu de cette montagne d'ossements se trouvait une mâchoire étrange, qui appartenait clairement à un humain, mais présentait des caractéristiques plus proches de celles des Néandertaliens. Ce n'était pas un humain tué par des ours et amené dans la grotte, mais une personne morte dehors, emportée à l'intérieur par la rivière en crue. Remarquant cette découverte unique, les chercheurs ont extrait l'os de la grotte, soupçonnant qu'il pourrait s'agir là d'une preuve d'hybridation au sein même de notre espèce. Des années plus tard, en 2015, leur théorie a été confirmée lorsque le séquençage de l'acide désoxyribonucléique a révélé que cet humain possédait jusqu'à 9% d'acide désoxyribonucléique néandertalien. Acide désoxyribonucléique, on pense que cette personne avait un ancêtre néandertalien pur entre 4 et 6 générations avant son existence, et que le croisement a eu lieu moins de 200 ans avant la naissance de cet individu. Ces interactions entre les humains et les néandertaliens semblent avoir été courantes, du moins suffisamment courantes pour que leur acide désoxyribonucléique soit encore visible chez nous aujourd'hui. Les hybrides étaient peut-être suffisamment courants pour ne pas avoir de difficulté à s'intégrer dans les sociétés néandertaliennes ou humaines, mais bien sûr, il y a très peu de preuves dans les archives fossiles pour affirmer quoi que ce soit à ce sujet. Finalement, les Néandertaliens finiraient par disparaître, et l'une des principales théories pour expliquer cela est que notre génome a essentiellement absorbé le leur. Les croisements sont peut-être devenus si fréquents que les Néandertaliens hybrides ont vite été assimilés aux humains, leur nombre diminuant tandis que celui des humains augmentait. Donc nous savons que les Néandertaliens se sont croisés avec les humains, mais à quoi ressemblaient les relations sociales et romantiques entre ces couples ? Comment interagissaient-ils, et y a-t-il des preuves que ces relations étaient affectueuses ? Fait remarquable, il pourrait exister des preuves de baisers dans les archives fossiles selon une étude étonnante menée par Laura Wyrick, une anthropologue de l'Université d'État de Pennsylvanie, en 2017. Une grande partie du travail de Laura s'est auparavant concentrée sur l'alimentation et l'écologie des Néandertaliens, et cette étude consistait à séquencer l'acide désoxyribonucléique provenant de la plaque fossilisée accumulée sur les dents de spécimens néandertaliens. Des échantillons de 3 grottes européennes ont été utilisés, mais ceux d'El Cidrón, au nord de l'Espagne, étaient les plus intrigants. Les Néandertaliens d'El Cidrón faisaient vraiment partie des derniers spécimens néandertaliens à avoir foulé la Terre. Leur acide désoxyribonucléique montrait de longues histoires de croisement avec les humains modernes, et leur squelette plus large étant marqué par de nombreuses anomalies, des os déformés, des dents de lait retrouvées chez des adultes et des vertèbres déformées. De plus, des traces d'obécheux de coupures et de morsures sur leurs os montrent donc qu'à leur mort, ils ont été cannibalisés par ceux qui vivaient dans la même grotte. C'étaient des individus désespérés au bord de l'extinction, les derniers membres de leur espèce dans un monde envahi par Homo sapiens. L'une des dents étudiées par Laura contenait des traces de Méthanobreviibacter oralis, un micro-organisme que l'on trouve dans la bouche des humains modernes.
le micro-organisme néandertalien différait légèrement de la variante moderne, ce qui a permis à Laura de déterminer que les deux variantes s'étaient séparées il y a environ 120 000 ans. De plus, il semble que cette bactérie ait été transférée de l'humain au néandertalien à un certain moment de l'évolution humaine. Cela pourrait indiquer que les relations à l'âge de pierre étaient beaucoup plus affectueuses qu'on ne le pensait. Cela pourrait être une véritable preuve que, lors de moments d'intimité, les néandertaliens s'embrassaient, transmettant les organismes microscopiques vivant dans leur bouche d'un individu à l'autre, et parfois même entre espèces jusqu'aux humains modernes. Cependant, cela pourrait être la preuve de toute autre chose. Les microbes buccaux peuvent être transmis d'une personne à l'autre si la nourriture est partagée. Peut-être que les néandertaliens et les humains qui se sont croisés vivaient ensemble, partageant le fruit de leur cueillette et mangeant ensemble. D'autres études ont éclairé les relations sexuelles des néandertaliens, révélant un aspect sombre. La transmission de maladies par l'intimité avec les humains et les néandertaliens. Le chercheur Vil Pimenov, qui mène des études sur le virus du papillome humain, une maladie sexuellement transmissible, a remarqué certaines tendances étranges dans le virus qui remontent à l'époque où nos ancêtres se reproduisaient avec les néandertaliens. Les schémas des différents types de virus du papillome humain, par exemple, virus du papillome humain A, B et C, correspondent à la quantité d'acide désoxyribonucléique néandertalien présente chez les populations du monde entier. Le virus du papillome humain de type A, le plus courant, est associé aux individus dont l'acide désoxyribonucléique contient des traces de néandertaliens, tandis que les types B et C se retrouvent net plus fréquemment chez les Africains modernes qui ne possèdent pas d'influence néandertalienne dans leurs gènes. Le virus du papillome humain A apparaît entre 60 et 120 000 ans, à l'époque où les humains commençaient à quitter l'Afrique pour s'installer en Eurasie. On pense que les néandertaliens et les humains échangent et propageaient des maladies en se reproduisant ensemble, et le virus du papillome humain est resté présent dans la population humaine à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Vil a mené des recherches approfondies sur cette idée, et les résultats ont toujours soutenu cette théorie. De plus, le virus du papillome humain n'a pas été transmis à un seul humain, mais à de nombreux humains à plusieurs reprises, ce qui renforce encore l'idée que cela résulte d'accouplements fréquents entre humains et néandertaliens. Sans machine à remonter le temps, il peut être difficile de discerner les détails des relations des néandertaliens avec les humains ou avec leur propre espèce. Plusieurs théories ont été proposées sur la logistique des relations entre néandertaliens. On pense que dans toute relation de l'âge de pierre, qu'elle soit humaine ou néandertalienne, c'est le mâle qui décidait où le couple vivait. Les couples pouvaient s'installer s'ils choisissaient de former un partenariat à long terme près de la tribu ou de la terre natale du mâle, et des groupes familiaux se formaient sur un temps. Si un groupe familial pouvait être établi sur le long terme, les femelles quitteraient très probablement le groupe pour chercher un partenaire lorsqu'elles atteignaient la maturité. Les bébés néandertaliens étaient allaités pendant environ 9 mois et étaient sevrés vers 14 mois. Les femmes plus âgées s'accouplaient souvent avec des hommes plus jeunes, comme l'a révélé le séquençage complet du génome néandertalien. Si les couples restaient ensemble, ils participaient probablement tous les deux aux efforts quotidiens de survie du groupe auquel ils appartenaient, la cueillette, la chasse, l'artisanat et la prise en charge de leurs enfants. Ils pouvaient avoir pratiqué ensemble des systèmes de croyances ou des religions de base, avoir ri et joué les uns avec les autres, et, s'ils le pouvaient, parler de leur monde ainsi que des plantes et des animaux qui y vivaient. Le contact physique, tout comme chez les humains et les grands singes modernes, était peut-être monnaie courante. On sait que les néandertaliens fabriquaient et portaient des bijoux d'os et de minéraux trouvés autour d'eux, mais on ignore si cela visait à rendre le porteur plus attirant pour un partenaire. À mesure que les néandertaliens se faisaient de plus en plus rares vers la fin du Pléistocène, des interactions comme celle-ci devenaient de moins en moins courantes. Les dernières populations de néandertaliens de souche auraient souffert de malformations congénitales en raison de la petite taille de leur groupe et de leurs conditions de vie difficiles.
Finalement, leurs gènes ont été absorbés par les nôtres, et tout ce qu'il reste des néandertaliens de souche, ce sont leurs ossements et les fragments d'acide désoxyribonucléique qui subsistent aujourd'hui dans nos génomes. Cela étant dit, il y a toutes les raisons de croire que l'amour prospérait à l'âge de pierre, malgré les conditions difficiles. L'intimité, c'est le contact physique, était à bas courant, et après tout, les néandertaliens étaient humains. Ils ont sans doute exprimé leur amour de diverses façons émotionnelles et physiques désormais perdues dans les archives fossiles. Peut-être qu'un jour, à mesure que de nouvelles preuves seront découvertes, nous apprendrons exactement ce que c'était que d'aimer et de former des relations dans notre passé lointain.